Intelligence et enjeux sociétaux, quel positionnement adopter entre progrès et discernement? Nous allons écouter pendant une demi-heure environ Nathalie Valsac, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes. Une demi-heure d'intervention suivie d'un temps de questions-réponses avec vous. Merci beaucoup. Merci à la Maison de l'Image. Merci Noémie de m'avoir invitée. Justement, quand vous m'avez appelé, quand vous m'avez contacté, vous avez évoqué la conférence que j'ai ouverte l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, au Luxe à Valence. Pour préciser, c'était en janvier 2022. Et en janvier 2022, les organisatrices de la conférence m'avaient explicitement demandé de parler du métaverse. Donc, il y a un an, le métaverse était un sujet fort d'actualité. C'était un sujet aussi quelque peu mystérieux. Le métaverse, on ne savait pas vraiment comment on l'écrivait. Si on mettait un accent sur le « et », on ne sait toujours pas. Si on mettait un « e » à la fin. Qu'est-ce que ça recoupait? Est-ce que c'était des mondes virtuels à la Second Life, ou alors est-ce qu'il fallait des lunettes pour intégrer ces mondes? Voilà, est-ce que Facebook domine le métaverse? Pour rappel, Zuckerberg a rebaptisé son groupe en octobre 2021 Meta Platform. Donc, on n'avait pas fini de se poser ces questions que, soudain, en novembre 2022, ChatGPT fait son apparition et enterre le métaverse, selon les médias, à l'instar justement de l'article que je vous montre là. C'est un article du Monde qui a été publié le 19 mars et intitulé « Derrière le flop du métaverse, la réussite de la réalité virtuelle ». Donc on va arrêter de parler du métaverse, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va revenir sur l'IA, puisque l'IA, c'est un sujet dont on entend parler au quotidien, à moins de vivre dans une grotte, mais même dans une grotte, je pense qu'on entendrait encore parler. Donc l'IA, c'est, comme on l'a déjà dit tout à l'heure là, dans les comptes rendus, c'est un sujet qui est loin d'être nouveau, puisqu'on en parlait déjà dans les années 50-60. Donc je ne vais pas refaire tout l'historique, mais j'aimerais juste revenir sur un point, point charnière en France, c'est l'année 2018. L'année 2018, on a fait une étude avec un de mes collègues, Emmanuel Marty, et on a constaté qu'il y avait un pic médiatique autour de cette question et une effervescence dans les laboratoires de recherche. Alors pourquoi il y a eu cette effervescence en 2018? Le premier point, c'est que le gouvernement français a commandé un rapport sur l'IA au mathématicien et député Cédric Villani. Vous vous en souvenez peut-être. Donc il publie son rapport en mars 2018 et il intitule « Donner un sens à l'intelligence artificielle » et dans lequel il va proposer des pistes pour la création d'un réseau d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Il en découle le deuxième point. Le deuxième point, c'est la création des maisons de l'intelligence artificielle qui ont pour but de développer la recherche sur l'IA en France, d'améliorer les liens entre industrie et recherche et de former des étudiants. À Grenoble, vous avez peut-être entendu parler de l'Institut MIAI sur le campus, avec 3 grands domaines d'application, la santé, l'environnement, énergie et l'industrie 4.0. L'IA ne représente donc pas un concept lointain ou fulgurant comme ChatGPT, mais bien un questionnement de fond. D'ailleurs, je vais vous conseiller de lire dans le rapport Villani, alors je ne vous conseille pas de lire tout le rapport, il est un peu, c'est un rapport gouvernemental, mais il y a des petits extraits de science-fiction, justement, qui nous ramènent à l'imaginaire. C'est un peu à la Villani, justement, avec son originalité qu'on connaît. Et justement, dans ces extraits de science-fiction, il y en a 2 qui m'ont marqué. Le premier, c'est un couple qui est en week-end et donc ils veulent commander une pizza. Donc la femme prend le téléphone et commande sa pizza. Donc elle a une IA au bout du fil et l'IA lui refuse sa commande de pizza pepperoni. Pourquoi elle lui refuse sa commande de pizza pepperoni? Parce que son mari a eu des hémorroïdes. Et apparemment, les poivrons, c'est pas bon pour les hémorroïdes. Donc l'IA refuse de lui livrer qui est une livraison de pizza aux poivrons parce que ça ferait qu'empirer le problème médical en fait. Donc le problème médical a été tracé. Donc voilà, donc, ça c'est dans la nouvelle. Et puis pour continuer le week-end justement, elle veut prendre une bière, elle se dit, comme elle n'aura pas sa pizza pepperoni, elle va prendre une bière dans le frigo, donc elle ouvre le bac à bière, enfin elle essaye d'ouvrir le bac à bière et il ne s'ouvre pas. Donc c'est pas le frigo qui est en panne, c'est juste que le frigo a détecté
que quand elle est allée aux toilettes le matin, on a détecté qu'elle avait une hormone de grossesse, l'hormone HCG, l'hormone de grossesse, a été détectée dans ses urines. Donc, elle n'a plus droit à l'alcool. Donc, le frigo bloqué. Donc, pas de pizza pepperoni, pas de bière, enfin bon, mauvais week-end. Donc, en fait, aujourd'hui, ça nous fait sourire ces deux cas, parce qu'on est conscient que les algorithmes, on en a parlé, les algorithmes, ils rythment de plus en plus notre vie, et on n'imagine pas encore se retrouver dans de telles situations. Et pourtant, avec le boom des IA génératrices de texte, d'images ou de musique, on a l'impression d'avoir franchi une frontière entre le comportement humain et la machine. C'est ce qu'on va voir justement dans cette deuxième partie où je vais parler des IA en tant qu'agents générateurs. Alors d'abord, je voulais vous passer la définition parce que je n'ai pas défini l'IA. J'ai repris la définition sur le site de la CNIL. Il y a tout un chapitre, enfin il y a plein d'onglets sur l'IA justement, sur la CNIL. Donc là, c'est juste 2 phrases que j'ai reprises qui sont importantes. Mais c'est un bon site de référence. Voilà, si vous posez des questions sur l'IA, allez sur le site de la CNIL, il y a quand même pas mal de références. Donc, les IA ne sont pas nouvelles et ni les entreprises ni les gouvernements n'ont attendu ChatGPT pour se pencher dessus. On va voir dans la prochaine diapo, justement, la fulgurance du phénomène. La fulgurance du phénomène, c'est que ChatGPT a attiré 1 million d'utilisateurs en quelques jours, alors que les autres plateformes avaient mis plusieurs mois, plusieurs années, voilà, à attirer du monde. Donc, on voit, quand je parle de fulgurance, c'est ça. Alors, c'est peut-être une fulgurance et puis ça va s'éteindre, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça, c'est une réalité. L'ouverture de ChatGPT au grand public a juste, entre guillemets, permis de rendre visible un phénomène déjà existant, les agents générateurs. Ils sont générateurs de texte, comme Bard de Google, comme Llama de Meta, comme IA de Snapchat. C'est des générateurs de musique aussi, comme Flow Machine de Sony, ou des générateurs d'images comme Midjourney, dont on a déjà parlé, DALL-E ou Stability AI. Ces générateurs de contenu nous font nous questionner, notamment sur nos métiers. Dans l'enseignement, on se demande si ça vaut encore la peine d'évaluer nos étudiants en leur demandant des dossiers qui seront faits par une IA. Donc, on s'attend à ce que les réponses soient plutôt bonnes, alors qu'au départ, c'est plus pour qu'ils aient une réflexion sur un sujet. Dans la recherche, on peut aussi se poser ce sujet, puisque, en fait, on a vu avec un collègue que c'était très, très facile de générer un article scientifique à partir de ChatGPT. Il a la méthodologie, la problématique, les hypothèses, et il décline tout ça. Donc, pourquoi on va s'embêter pendant des mois à pondre un article alors que ChatGPT le fait en 10 minutes. Dans les métiers de l'écriture web, ces générateurs de contenu sont déjà monnaie courante. Voilà, quand on fait du SEO, quand on fait des articles sur les réseaux sociaux, c'est assez courant qu'il y ait des générateurs de contenu derrière. Et la question, elle se pose donc pour nos métiers à nous, mais elle se pose aussi évidemment pour les artistes. Mais pour les artistes, on va mettre ça sur un autre plan, puisqu'en général, leur métier repose sur leur passion, comme me l'a suggéré ChatGPT, ce que je lui ai demandé, ce qui était un artiste, et il m'a dit « Les artistes ont tendance à être des personnes passionnées, imaginatrices et talentueuses, qui cherchent à s'exprimer à travers leur art. » Par contre, ChatGPT n'a pas voulu me répondre à la question « Qu'est-ce qui différencie une œuvre créée par un artiste et une œuvre générée par une IA ?» Je lui ai fait une boulette dans le prompt. Ou alors ça n'a pas été assez enrichi jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis alors demandé, qu'est-ce que l'art ? Et je me suis dit qu'il serait bien ici d'apporter une définition. Alors on a essayé de définir ça dans l'atelier philosophique tout à l'heure, mais on n'y est pas vraiment arrivé, enfin, on n'a pas le temps, définir l'art, c'est assez long. Et je me suis vraiment embourbée, en me posant cette question, je me suis embourbée dans un long débat philosophique avec moi-même, à partir de la première définition trouvée, qui était « L'art est l'activité fabricatrice de l'homme par opposition aux productions naturelles ». J'ai alors compris que les immeubles en béton Vicat de Grenoble étaient peut-être des créations artistiques, au même titre que l'urinoir de Deschamps. Donc on voit bien que là, la dimension esthétique n'est pas ce qui définit une œuvre, justement, la dimension esthétique.
Mais là-dessus, je vais laisser le débat ouvert. On en parlera tout à l'heure si certains veulent répondre, si certains ont fait de l'histoire de l'art, enfin voilà, pourront définir l'art, ça sera plus simple. Je voulais aussi partir sur la notion d'artiste. L'artiste, c'est celui qui crée, qui imagine, et donc il serait l'opposé du robot, puisqu'il ne crée pas de façon automatisée, qu'il ne répond pas au pixel près à une demande, et qu'en général, sa liberté d'imagination est la clé de sa richesse artistique. Le robot peut-il alors être un artiste ? À ce sujet, je vous conseille de regarder la conférence qui a eu lieu lors du Festival international des Jeux à Cannes en février dernier, et qui s'intitule « Les IA d'illustration, une révolution est-elle en marche ?» Et là, on s'est interrogé sur la place de ces IA comme nouvel outil au service des artistes ou comme nouvel outil de robotisation d'un secteur de l'édition. Voilà, c'est assez long, ça dure plus d'1 heure, donc voilà, allez la regarder à tête reposée. Il y a des questions et des réponses auxquelles on répond et qui sont intéressantes. Si on regarde les tableaux qui sont créés par des IA et qui arrivent même à gagner des prix, comme celui qui était en couverture et celui dont on a parlé ce matin, qui s'appelle Théâtre d'opéra spatial, la réponse serait oui, un robot peut générer une création artistique, mais ne se substitue pas non plus à l'artiste. Donc, est-ce qu'il crée de l'art ? Le robot a obéi à des prompts, comme un ordinateur obéit à un code. Sauf que le code informatique est défini et fermé, selon des langages fixes, alors que les prompts reposent sur la parole et le langage courant. Mais au fait, c'est quoi un prompt ? C'est une commande écrite envoyée à une intelligence artificielle spécialisée dans la génération de contenu. Il s'agit donc d'une instruction que l'on donne à un algorithme qui va ensuite nous proposer un résultat. Cela repose donc sur la sémantique et sur des mots. Les mots, c'est la clé de voûte des prompts réussis. Or, depuis les années 50, le nombre de mots maîtrisés par les adultes français diminue drastiquement au bénéfice du nombre d'objets dans la maison. C'est une étude qui a été menée. On a vu que plus on avait d'objets dans la maison, moins on avait de vocabulaire. J'ai plus les chiffres en tête. Voilà. C'est-à-dire que l'économie prend le dessus sur les connaissances personnelles. Aujourd'hui, nous avons plus d'objets dans la maison, mais moins de vocabulaire. Un adulte moyen connaît environ 32 000 mots, et à 90%, il va utiliser les mêmes 3 000 mots tout le temps. Par comparaison, un enfant de 2 ans connaît à peu près 2 000 mots, et les personnes incarcérées n'en connaissent que 700 en moyenne. Outre une baisse du nombre de mots utilisés, il s'agit aussi de pointer l'évolution du langage, qui se fait d'une génération à une autre. Donc on ne désigne pas aujourd'hui forcément les mêmes choses avec les mêmes mots, on en parlait à midi. Par exemple, mes étudiants de première année ne savent pas ce que signifie le mot subsidiaire ou inhibé. Et moi, parfois, je ne comprends pas tous les mots de mon adolescente de 15 ans. Et je ne vais pas me risquer ici à en sortir quelques-uns parce que j'aurais peur de sortir du contexte. Donc, le vocabulaire ne semble pas être un outil de précision indispensable à la création de bons prompts, mais peut-être que je suis une enseignante qui défend sa paroisse ici. Moi, j'aurais envie que tout le monde ait beaucoup de vocabulaire et tout ça, mais bon, peut-être que ce n'est pas la question, j'en sais rien, je laisse la question ouverte. Justement, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de vocabulaire ? Est-ce qu'on a besoin d'un vocabulaire très particulier ? Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de nos 3000 mots qu'on utilise tout le temps ? Je n'en sais rien. J'en sais rien, mais en même temps, la question, elle repose sur cette question que j'ai soulevée en évoquant les personnes qui étaient incarcérées. C'est la question de la fracture sociale et de la fracture numérique. Cette question, elle revient tout le temps. Et je me dis que c'est un peu se dire, ceux qui n'ont que 700 mots de vocabulaire, est-ce qu'ils pourront utiliser des prompts ? Est-ce qu'ils sauront faire ? Est-ce qu'ils auront les mêmes résultats ? Et pourquoi ils ne le feraient pas ? Troisième point, en fait, j'aimerais souligner les questions sociétales et les questions éthiques.
Et je vais aborder pour ça 2 enjeux, tout en réalisant bien sûr que les enjeux sont plus nombreux, mais on pourra en parler après. Noémie. C'est bon. Le premier enjeu sociétal, c'est celui de la protection des données personnelles. Alors, la protection des données personnelles, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est mes sujets de recherche, voilà, depuis ma thèse. Et quand j'ai soutenu ma thèse, justement en 2014, j'avais étudié les CGU de Facebook et de Google. Voilà, je suis la seule en France à les avoir lus. Et Google, justement, venait de se faire épingler par la CNIL pour une nouvelle version qui ne correspondait pas au droit français. Mais dans tous les cas, pour utiliser Facebook ou Google, il faut donner son consentement après avoir menti sur la lecture et la compréhension des CGU. Concernant ChatGPT, même s'il s'agit d'un service en ligne, il ne semble pas avoir consenti à quoi que ce soit. Enfin, je n'ai consenti à rien, à part avoir précisé que je n'étais pas un robot, ce que je trouve très drôle pour un robot. Et en fait, voilà ce que j'ai eu. Ils m'ont dit qu'ils collectaient mes datas, mais pas plus que ça. Et surtout, j'ai dû leur donner mon numéro de téléphone pour que je reçoive un code et que je m'identifie bien, qu'ils sachent que je suis une humaine, que voilà. Mais en tout cas, ils ont mon numéro de téléphone, une donnée personnelle. Donc désormais, on sait que nos recherches enrichissent les algorithmes qui eux-mêmes enrichissent notre vie numérique. Mais pour les agents générateurs comme pour les assistants vocaux, est-ce qu'on sait ce qu'il advient de nos données ? De celles qu'on a générées, bien sûr, lors des prompts qu'on a faits. On a posé des questions, donc ça a généré des données. Est-ce que ces questions qui ont été posées, elles sont gardées ? Mais aussi les données personnelles qu'on laisse, comme le numéro de téléphone que je vous ai cité là pour l'inscription, c'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'ils en font de ce numéro de téléphone ? Quelles sont les informations captées par de tels systèmes et à quelle fin elles sont utilisées et par qui ? Dans un système de marchandisation des données, on se doute bien que nos données ne s'arrêtent pas au site que l'on consulte. Le deuxième enjeu sociétal que je voudrais soulever est celui de l'éthique et du droit. On en a parlé un peu plus tôt dans la définition de l'artiste. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un humain qui produisait une œuvre de l'esprit au sens du droit de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, l'œuvre est-elle toujours dépendante de l'artiste ? Est-ce qu'on peut dénommer ainsi le créateur d'une image ? Est-ce que d'ailleurs on peut parler de création, sachant que le rendu final repose sur des œuvres créées auparavant ? À l'heure actuelle, beaucoup d'artistes qui vivent de leur passion se posent ces questions. Je pense notamment aux illustrateurs de jeux, justement c'est la conférence que je vous citais tout à l'heure, ou aux auteurs de bande dessinée, entre autres, bien sûr. Au final, c'est toujours un peu le même débat sur les technologies. On se dit que grâce à elles, beaucoup de choses vont être rendues possibles, que tout le monde va y participer, que ça arrive hyper rapidement à une échelle jamais atteinte. Tout ça me rappelle les discours autour du Web 2.0, du web participatif, que certains qualifiaient de révolution. Pourtant, avec le recul, comme l'avait déjà souligné Franck Rebillard, ce sont toujours le même type de personnes qui participent, et les réseaux numériques censés nous ouvrir sur le monde nous enferment dans des petits mondes avec des groupes de plus en plus polarisés. Un des points essentiels à développer, je pense, est celui de l'éducation aux médias et à l'esprit critique pour que chacun puisse entrer dans ce monde des IA de manière éclairée. Pour conclure sur ces réflexions, on voit bien que l'IA et les agents générateurs de contenu en particulier bouleversent notre société. Et plus qu'un phénomène de société, c'est une transformation sociétale qui est en cours. Loin de faire les autruches, il me semble nécessaire de considérer l'IA comme un ensemble d'outils à connaître et non pas comme un ennemi. Il est nécessaire de s'adapter à ces nouvelles manières de faire, comme dirait Michel de Certeau, et pousser les réflexions pour que chacun trouve ou garde sa place dans cette société où la loi de Moore est déjà largement dépassée. Au final, soyons dans la solution plutôt que de regarder le problème.
Je vous remercie pour votre écoute, en espérant que ma présentation aura soulevé des questions auxquelles je peux répondre. Alors maintenant, c'est à vous. Vous avez peut-être des questions de compréhension ou des points d'éclaircissement à avoir. Est-ce qu'il y a des termes qui n'étaient peut-être pas clairs? SEO, loi de Moore, je ne sais pas, par exemple. Est-ce que ça parle à tout le monde? Nathalie, SEO, pardon. On va te laisser voir. Le SEO, c'est du référencement. C'est le référencement naturel. C'est quand on fait des sites, on peut être référencé, on peut payer Google en général pour qu'il nous fasse monter dans des résultats. Donc c'est les résultats sponsorisés, c'est ce que vous avez en haut des résultats. Quand les premiers résultats, c'est marqué sponsorisé. Voilà. Et le SEO, c'est ce qui permet, quand on crée un site, d'avoir des techniques de référencement. Par exemple, on remplit des zones chaudes et ça nous permet d'être en haut des résultats, on va dire naturels, qui sont en bas, en dessous des résultats sponsorisés. Donc c'est hyper important de savoir en fait comment fonctionne l'algorithme de Google pour se dire en SEO, je fais ça pour être dans les premiers résultats naturels. Parce que même si on paye, après, on va redescendre dans les résultats et il faut être les mieux placés. Voilà. J'avais une petite question. Bonjour. Par rapport à l'étude que vous avez citée sur le langage, oui. Est-ce que c'était montré que plus on a de choses chez nous, moins on a de vocabulaire, ou est-ce que c'était plus une corrélation pas forcément prouvée? Ouais. Alors, c'est pas ceux qui ont le plus de trucs chez eux, ils n'ont aucun vocabulaire, voilà. Mais c'est de dire que dans nos sociétés, on évolue de telle façon, c'est-à-dire de façon générale, c'était très global. De façon générale, un Américain moyen a 300 000 objets dans sa maison. Alors 300 000 objets, ça vous paraît énorme, mais on compte tous les stylos, par exemple. Tous les stylos, mais comptez-les, les stylos, ce soir. Vous allez voir que vous en avez certainement 250. Enfin, voilà, alors qu'on en a besoin de 3 au final, mais voilà, on en a 250. On ne sait pas pourquoi. Donc, notre société évolue parce que c'est une société qui évolue autour du capitalisme et autour justement des achats, de l'économie. Et on oublie, en misant sur ça, on oublie la connaissance personnelle, certainement, et le vocabulaire, et ça, beaucoup de mots du vocabulaire et beaucoup de tournures ou de se perdre. Alors, je ne dis pas qu'il y a moins de vocabulaire, parce qu'on a aussi du vocabulaire qui s'enrichit, avec notamment les nouveaux mots. Mais par contre, on voit bien que les jeunes générations, on n'utilise pas tout à fait le même vocabulaire. Donc, comment on peut se comprendre avec des prompts qui ne seront pas de la même génération ou qui n'utiliseront pas les mêmes mots? Derrière, il y a cette question entre la maîtrise du langage, sa diversité, sa pluralité, et on parlait des SEO, à savoir la question du référencement. Est-ce qu'il y a des possibles tensions entre toutes ces questions-là? Ça peut être l'objet aussi d'une réflexion. Je ne sais pas si ça vous inspire d'autres questions. Oui, ce que je voulais savoir c'est que on voit bien qu'il faut mettre un prompt, mettre des mots. Et est-ce que ces logiciels d'intelligence artificielle comprennent tous les langages du monde? Est-ce qu'on lui parle en français, il va comprendre? Est-ce qu'on lui parle, je suppose qu'il comprend très bien le langage anglais, parce que c'est des langages techniques créés par la langue principalement anglaise. Mais si un Indien parle en bharat à ChatGPT, est-ce qu'il va sortir ce que lui a envie de comprendre? Alors, j'ai pas essayé toutes les langues, mais notamment l'indien. Mais en français, ça marche très bien, en tout cas. En anglais aussi. Donc, après, je ne sais pas si d'autres ont essayé d'autres langues et ça a fonctionné. Sachant que dans les langues aussi, les mots sont diversifiés et le sens des mots n'est pas le même non plus. Voilà, peut-être. Actuellement, effectivement, c'est l'anglais sur principalement toutes les... Mais par exemple, Microsoft a sorti Bing Image Creator et
quand on tape en français, il y a un petit panneau qui s'ouvre. Actuellement, on ne parle qu'en anglais, mais le français arrive bientôt. Oui. Donc je pense que, voilà, comme c'est tout nouveau, c'est tout neuf, ça se développe, mais à terme, Ouais. ça va le faire, quoi. Oui, c'est ça. D'autant que quand on va, par exemple, sur Google Traduction, qu'on tape un texte ou qu'on tape un texte en français et qu'on le traduit en anglais, si après on s'amuse de prendre ce texte anglais, de le retraduire pour voir ce qu'il donne en français, on est très très près de ce qu'on avait écrit à l'origine. Donc finalement, vu que toutes ces intelligences artificielles vont puiser sur toutes les données, sur toute l'intelligence humaine, on peut imaginer que faire tout ça en français ou en indien ou en quoi que ce soit, c'est qu'une question de moi. Oui. Donc c'est... Oui, c'est ça. C'est au moins l'avantage d'utiliser les données qui sont déposées. Vous disiez que l'IA était capable d'écrire un article scientifique. Ça m'interroge quand même, parce que normalement, un article scientifique, c'est censé apporter quelque chose de nouveau à la recherche. Donc, elle est capable de cette créativité, de cette recherche. Et d'autre part, j'avais cru comprendre qu'au niveau de tout ce qui était mémoire et thèse, il y avait un blocage au niveau des références bibliographiques, des sources, Alors, pour les notes de bas de page et compagnie. pour l'article scientifique, en fait, ce qu'on a essayé, c'est, on a pris, par exemple, mon collègue travaille sur l'espace, la médiatisation de l'espace, et du coup, on lui a dit, on a écrit, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme article scientifique sur la médiatisation de l'espace. Et ChatGPT nous a sorti, voilà, quelle pourrait être la problématique. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question, tout ça, enfin l'introduction. On est allé un peu plus loin, on lui a reposé des questions dessus en disant et donc là par exemple dans tel journal il a dit j'ai pas vérifié tel journal, mais par contre on pourrait dire ça, tel auteur, voilà, donc il est allé chercher des références quand même et du coup on pouvait avoir notre article scientifique. Après c'est clair qu'on n'avait pas les entretiens, on n'avait pas tout ce qui fait le matériau de la recherche, on n'avait pas tout ça, donc et ce qui enrichit la recherche, voilà, ce qui fait la spécificité. J'espère bien qu'on va le garder longtemps, ça. Et même pour les articles, on va les écrire nous-mêmes longtemps aussi. Mais voilà, c'était assez poussé. Alors après, pour les thèses et les références bloquées, je ne sais pas vraiment. Mais oui, j'espère évidemment. Après, ça donne des pistes. Alors pourquoi pas? Mais ces pistes-là, normalement, c'est la réflexion. C'est-à-dire que nos doctorants, on leur dit, mais justement, quand tu penses à telle problématique, pourquoi et quels enjeux et quelles hypothèses et si on a une machine qui nous les donne, quel est l'intérêt? Bon, il y a peut-être un intérêt justement scientifique parce qu'on ira plus loin et parce qu'on va se poser d'autres questions, mais c'est un peu la question qu'on s'est posée dans l'atelier ce matin, c'était de dire est-ce que l'important c'est le résultat ou c'est qui l'a fait? Donc la machine, l'humain était là quand même pour poser des questions, donc il a quand même un peu travaillé. Voilà, donc c'est ces questions-là, ces questions éthiques en gros qui vont se poser, à se dire mais quel est le statut de chacun, de chaque métier, de chercheur si on utilise des IA? Alors, moi, ça me questionne aussi, c'est que je me dis, ça veut dire que deux personnes qui font une même thèse vont arriver au même résultat ou c'est... Enfin, j'ai pas compris. Ça serait à vérifier. Ouais, non, mais en fait, oui, je me dis, dans ce cas-là, ça oriente la réflexion, mais ça oriente aussi, peut-être pas la manière d'écrire, mais ça oriente beaucoup de choses. Donc, je me pose cette question-là et en quoi ça fait évoluer les choses, en fait. Oui. En fait, je pense que ça va beaucoup dépendre de la façon dont les deux doctorants, par exemple, vont poser leurs prompts, vont poser les questions, et ils vont écrire leurs prompts, et ils vont peut-être les poser différemment. Du coup, on va avoir un résultat différent. J'en sais rien, et je le souhaite pas surtout. C'est quelque chose qui me semble possible, mais pas souhaitable. Oui. Avec deux étudiants, deux doctorants et qui auront leur thèse. Ouais. Je sais pas quel laboratoire va se lancer en premier pour tester ça, mais... Et tout comme il ne faut pas confondre un outil comme ChatGPT, qui est un outil conversationnel avec Google, on ne va pas non plus confondre
ces outils de création d'images qui génèrent des images avec des banques d'images. Hein. Oui. Ce n'est pas un outil qui va permettre de découvrir une image existante. Puisque ce matin, dans l'atelier que Marlène et Nina ont animé, Ceci n'est pas une image, il y a des personnes effectivement qui ont été assez sidérées de découvrir que ces images n'existaient pas déjà. Les images qui étaient générées, elles étaient générées sous leurs yeux. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est assez nouveau et c'est cette nouveauté-là qui peut interroger aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions, questions, témoignages à apporter par rapport à toutes ces réflexions ? Et là, j'ai mis la dernière photo, c'est juste, voilà, par rapport aux fake news et par rapport à tout ça, je pense que c'était pas nouveau. Enfin, les fake news existaient déjà. C'était facile avec Photoshop de transformer des images. Enfin, c'est toujours facile, mais voilà, ça existait, mais ça va devenir. Il va falloir avoir un œil très critique sur est-ce que c'est une vraie image, est-ce que c'est transformé, pourquoi je peux dire que c'est transformé. Voilà, je pense que là-dessus, il y aura beaucoup de travail à faire sur cette éducation. Pardon ? Est-ce qu'on aura les outils ? Justement, je pense qu'il faut se pencher sur la question pour avoir soit des outils, soit des outils réflexifs, j'en sais rien. Enfin, voilà, mais il faut vraiment, je pense, se pencher sur cette question-là de l'éducation aux médias. C'est la réflexion qui suit dans notre table ronde, donc c'est bien, c'est la bonne transition. Alors, la photo du pape que vous avez utilisée, en fait, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'elle est fausse parce que sa main droite n'est pas correcte. Mais dans quelques mois, elle sera nickel, sa main. Donc on n'aura plus de moyens visuels de déterminer si c'est un montage ou pas. Alors est-ce qu'on aura les outils, quoi, au-delà d'esprit critique ? Alors, ça me fait d'autant plus regretter qu'il y a 20 ans, on n'est pas insisté en tant que citoyen. Quand la qualité des, ce qu'on appelait à l'époque les images de synthèse s'est améliorée, on ne pouvait plus toujours distinguer si la scène qu'on nous montrait dans le journal, c'était quelque chose qui avait été pris en photo ou si ça avait été reconstitué. Et déjà, j'avais assisté à des discussions. On disait, mais on pourrait avoir un logo ou quelque chose qui le signale. Pareil pour les scènes de reconstitution. Bon, un exemple, un élève, une fois, me dit, il y a eu un avion qui s'est crashé hier au-dessus près de New York, ou je sais pas quoi. Non, c'était une séquence synthétisée qui montrait, comme on imaginait que ça s'était passé l'année précédente, il y avait rien vu. Et bon, de plus en plus, avec la qualité des écrans, etc., des logiciels, c'était devenu indétectable. Maintenant, des images comme ça, au crédit, on va indiquer quoi ? Parce que pour l'instant, il y avait quand même encore la pratique de mettre le crédit des photos dans les journaux, etc. Une image comme ça, le crédit, ça va être pour celui qui a fait le prompt. Ça va être. Est-ce qu'on peut pas exiger, essayer, parce que on pourra toujours être bidonné, mais est-ce que c'est par ce biais, cette habitude étant encore présente, est-ce qu'on peut pas exiger qu'il y ait bon, je sais bien que les images photoshopées, on nous les signale pas non plus, hein, mais. Enfin, maintenant, c'est obligatoire dans les publicités, notamment dans tout ce qui est public, mais bon, c'est quand c'est photoshopé. Il y a une question là-haut, Noémie. alors, attendez. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Moi, je ne sais pas à l'heure actuelle si moi, ma tête, elle se retrouve comme le pape. Là. Est-ce que je peux porter plainte, finalement ? Et à qui je m'adresse ? Pour l'instant, oui, il y a toujours le droit à l'image et vous avez toujours, si votre photo n'est pas sur Facebook comme photo de profil, parce que photo de profil Facebook, c'est donné à Facebook, hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc, mais dans d'autres cadres, normalement, enfin, il y a toujours cette propriété de l'image, de votre image qui vous appartient, oui. D'accord, mais à qui on s'adresse pour la faire enlever ? Alors, il y a soit l'auteur soit c'est un journal qui l'a fait, vous avez l'auteur, donc vous écrivez au journal. Après, vous avez le droit à l'oubli avec Google. Donc, c'est pas la plateforme auquel, par exemple, non, c'est pas la plateforme en question qui est responsable. La plateforme en question. Alors, sur la responsabilité des plateformes, c'est assez particulier. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que du coup, c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'ils se font de l'argent, et on délègue. Parce que, en fait, quand vous vous abonnez, vous avez droit. En fait, ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle, c'est que quand on s'abonne, c'est bien noté qu'on a les droits à usage commercial. Donc, eux, en fait, ils se donnent tous les droits. Ils se donnent le droit d'attribuer l'usage commercial des images, même si elles ne sont pas légales. C'est ça qui ne va pas, en fait.
C'est que voilà, vous avez tous les droits de quelqu'un qui vous les attribue alors qu'il n'a pas le droit de vous attribuer quoi que ce soit. C'est ça. Et on leur accorde ces droits. Donc voilà. Ok. À partir du moment où vous utilisez le service, vous leur accordez les droits. Alors, je suis désolée, ça ne va pas répondre à la question qui vient d'être posée, mais je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la question de comment reconnaître des images. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que, par exemple, pendant l'Union soviétique, il y avait des photomontages qu'aujourd'hui on trouve absolument grotesques, mais auxquels les gens croyaient à l'époque parce que juste on n'avait pas encore monté en compétence sur notre capacité à reconnaître des images. Et aujourd'hui on les regarde et on se tape des barres parce qu'on voit les lignes de où ils ont découpé les photos et on voit très bien que la tête ne va pas avec le corps et que rien ne va. Mais du coup, peut-être qu'il faut juste aussi laisser le temps juste à l'éducation et au travail que plein de personnes qui sont dans cette salle sont en train de faire aujourd'hui et se dire que il y a de fortes chances que ça se passe bien quand même sur ce point-là. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est très bien. C'est l'éducation aux médias, justement. C'est tout ça. C'est cet esprit critique qu'il faut avoir tout le temps. Se dire où vont mes données, où sont mes photos. Enfin, voilà, il y a ça. Cette réflexion, avant tout, est un outil le plus fort, enfin, je pense. La réflexion, l'intelligence, en fait, c'est l'outil le plus fort que vous pouvez avoir, quoi. Oui, j'ai un sentiment, je ne sais pas s'il vaut quelque chose. Moi, je suis fan de science-fiction, il y a beaucoup de luttes de science-fiction notamment, et tout ce qu'a fait Isaac Asimov sur les robots, je trouve ça fabuleux, toujours maintenant, et lui, il était plutôt optimiste quand même. Asimov, il était dit là, ça va transcender l'être humain. Et je ne sais pas s'il y a des choses qui se sont faites entre la littérature de la science-fiction des années 60, 50, s'il y a des enseignements à tirer de tout ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir un peu de recul en fait sur les IA parce que j'ai lu plein d'histoires, plein de mises en scène, positives et négatives. Alors, je me demande s'il y a des choses qui sont faites autour de ça ou je sais pas. Ouais. Alors, je connais pas tout en littérature, c'est pas mon domaine, mais par contre, j'ai l'impression qu'on enterre un peu ce qui a été fait. Asimov, les robots, c'était génial, quoi. Et en même temps, l'IA, c'est pas nouveau. Hein. Dans les années 50-60, justement, ça s'est développé. Et j'ai l'impression qu'on a oublié ça. On l'a laissé de côté, on s'est dit « Waouh, l'IA, c'est un truc nouveau ». Et quand je vous ai cité 2018, en fait, il y a eu un pic médiatique, mais avant 2019, il y a eu un autre pic médiatique en 2009. Mais avant ça, l'IA, c'était un peu... Et encore, en 2018, moi, je me souviens... en recherche, on s'est posé la question de est-ce que vraiment, est-ce que ça va pas faire un flop comme dans les années 70 ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que voilà, on n'y est pas allé comme ça en se disant ouais youpi. Alors que maintenant, on aurait plutôt tendance à dire ouais youpi parce que tout le monde travaille sur l'IA. J'ai l'impression à chaque fois que je croise un collègue qui me dit ah oui moi aussi je travaille sur l'IA. Donc ça veut tout et rien dire. Et donc du coup. C'est un peu dommage qu'on ait oublié Asimov, mais peut-être que des personnes comme vous peuvent faire réémerger ça parce que moi je trouve que c'est un bagage culturel important, Asimov et d'autres auteurs de SF. Alors moi ça me pose plusieurs questions. Alors première question, c'était par rapport à l'histoire. Je vous le dis de manière brute. C'est qu'en fait, on demande aux gamins d'avoir l'esprit critique. On a fait parfois on a des images de l'Holocauste, des choses comme ça. Et moi, j'entends beaucoup de gamins me dire ça n'a pas existé. Enfin, vous voyez, c'est un peu la contre-vérité de la chose. Et les images truquées, et je me dis, on peut aussi modifier l'histoire avec l'IA, justement, avec ces technologies-là. Et en fait, ça me questionne à chaque fois par rapport à ça. Comment on peut faire pour... vous me dites l'esprit critique, mais l'esprit critique jusqu'à où ? Où est la vérité ? Puisqu'en plus, nos médias... il y a plein de choses, hein, je vous le dis de but en blanc. Nos médias n'ont pas non plus cet esprit critique-là, récupèrent des images du pape, et ils vont vous dire le pape en Gucci, par exemple. C'était... voilà. Mais voilà, ça me suscite beaucoup d'interrogations. Je me dis jusqu'où on va aller et comment retranscrire aux gamins la vérité
de l'histoire qui se perd, les gens qui meurent. Même s'ils vont sur les lieux où il y a eu des chambres de déportation et tout ça, mais il y a cette question-là. Je me dis, on peut tout modifier, et selon une idéologie qui n'est pas forcément, bienveillante. Merci pour cette question. Oui. En fait, on n'a pas attendu les IA pour modifier l'histoire ou pour modifier des choses dans l'histoire. Vous allez en Chine, ils ne connaissent pas le printemps de Tiananmen. Voilà, cette image-là qu'on connaît tous avec le char et l'étudiant devant, elle n'existe pas pour eux parce que sur Baidu, le moteur de recherche, c'est enlevé, c'est supprimé, on enlève des pans de l'histoire pour dire non, nous, dans notre histoire, non, ça n'existe pas. Donc l'histoire, c'est pas les IA qui vont la refaire. Je veux dire, il y a déjà des choses qui ont été refaites plus ou moins. Voilà. Mais après aussi, j'allais dire, il n'y a pas que Internet pour s'informer. Je pense que les manuels scolaires, par exemple, quand on inscrit des choses dans les manuels scolaires, ils sont vérifiés. Il y a des livres aussi. Vous savez, les pages qu'on tourne. Je fais ça avec mes étudiants. En général, ils me disent quoi, des livres. Donc voilà, il n'y a pas que Internet. Donc il y a des références qui existent. Donc on ne peut pas les effacer. Même si Internet, on voit que il y a des choses qui sont plus ou moins. On se pose des questions sur ça existait ou pas. On va se renseigner dans d'autres objets, quoi. Et aussi sur l'esprit critique. L'esprit critique, c'est aussi d'être critique, mais aussi d'être intelligent à un moment donné, de se dire j'ai l'esprit critique, donc je peux critiquer les images qu'on me propose, je peux dire que ça n'a pas existé parce que justement c'est l'esprit critique, mais l'esprit critique aussi, c'est de se dire dans l'intelligence, mais oui, mais il y en a plein qui en parlent. Dans le magazine, j'en ai entendu parler, je l'ai lu, à la télé, j'en ai entendu parler, tel reportage, machin, est-ce qu'on peut me dire vraiment que ça n'a pas existé, les chambres à gaz, voilà. Donc, du coup, se renseigner, recouper les informations, je crois que c'est l'essentiel, quoi. Pas rester sur une IA ou sur un moteur de recherche, ne pas rester sur Google, par exemple. Voilà, les moteurs de recherche, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà. Donc, l'esprit critique, développer, aller voir ailleurs, étendre son panel autre que sur Internet. Je pense que effectivement, si je peux essayer de résumer un petit peu la peur ou la crainte, c'est que justement maintenant Internet avec les usages des réseaux sociaux et tout devient le principal moyen d'information pour beaucoup de gens. Et en plus de ça, faire du Photoshop, c'est vrai que c'est assez facile quand on sait faire, mais maintenant on n'est plus qu'à quelques mots de pouvoir fournir entre guillemets des choses qui pourraient être considérées comme preuves, etc. Je pense que la crainte, elle est vraiment là, c'est que ça devient de plus en plus facile et du coup de plus en plus normal et techniquement de plus en plus poussé. Et que, en termes de réponse, effectivement, je pense que la posture journalistique, c'est une bonne piste. Alors peut-être une dernière question, parce qu'ensuite on va préparer la table ronde et avant ça, on vous octroie une petite pause. Je me posais des questions sur l'impact sur notre cerveau de ce flot d'images fausses. Et en fait, et puis bon, on peut pas, concrètement, on n'a pas le temps tout de passer sa journée à vérifier les sources. C'est quoi de vivre dans un monde de faux, quoi. Enfin, et aussi la place du photographe qui essaye de capter la réalité, là, au milieu de tout ça. Il y a peut-être une réponse par là. Comme on a vu, la modification de l'information, des images, etc., ça date pas d'hier, ça date de l'invention de la photographie, par exemple. Et je pense que, la question que vous soulevez, elle... en fait, on ne s'en rendait pas compte, mais auparavant, en photographie, quasiment toutes les images étaient retouchées en labo parce qu'elles n'étaient pas bonnes, en fait. Ok. Alors... En fait, je pense que de toute façon, toutes les informations qu'on produit, tous les témoignages qu'on produit sont tous biaisés. On est biaisé en permanence. C'est un truc... Non, mais c'est pas une provocation de ma part, c'est un fait. Hein. Nous sommes biaisés en permanence, tout le temps. Et je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il va falloir
réapprendre avec l'idée que la vérité n'est pas la réalité, enfin qu'on a forcément une vision partielle de ce qu'il y a autour de nous et qu'il va falloir apprendre à vivre avec le doute avec un minimum de sérénité. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude parce qu'on a l'habitude d'une information qui est descendante, validée, etc. Et il y a une reconfiguration de nos manières de fonctionner qui est, à mon avis, à opérer, à accepter le fait que on n'est pas toujours sûr et qu'il va falloir apprendre à être serein avec ça, en fait. Voilà. C'est un gros changement de paradigme, en fait. Oui. Alors, je vous propose qu'on poursuive cette réflexion sur la table ronde. Je vous coupe la chic, pardon. Il faut qu'on prenne le temps de s'installer pour la suite et de façon à respecter les horaires. Très sincèrement, je garde votre question, je ne sais pas qui l'avait, pour la suite, parce qu'en fait, très sincèrement, c'est l'objet de la table ronde qui suit, à savoir comment on accompagne les publics par rapport à ce nouveau changement, ces innovations. Voilà.